Bienvenue dans Plaisir de diriger. Je suis Anna Fontaine et à chaque épisode, je vous offre une occasion de faire un pas de côté, de réfléchir, d'apprendre, de cheminer et grandir ensemble. Nous irons à la rencontre de dirigeants et dirigeantes, d'idées et de lectures. Nous ferons même quelques détours pour explorer comment trouver ou retrouver plaisir à diriger. Aujourd'hui, je vous emmène au Vietnam, à la rencontre de Claire Rossler. Claire dirige Air Liquide au Vietnam. Elle s'exprime ici à titre individuel, ses propos n'engageant qu'elle. Claire partage son parcours dans différents pays et différentes cultures de travail et comment ce parcours influence aujourd'hui la dirigeante qu'elle est. Bonjour Claire, je suis ravie de t'accueillir dans Plaisir de diriger. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots la structure que tu diriges ? Bonjour Anna, je suis ravie que tu m'accueilles à ton micro, merci beaucoup. Donc je suis directrice générale de la filiale d'Air Liquide Vietnam. C'est une entité qui existe depuis 25 ans. Alors Air Liquide existe depuis bien plus longtemps, mais Air Liquide Vietnam est active depuis 25 ans. Aujourd'hui, c'est une entité qui compte environ 150 collaborateurs et qui propose des solutions autour des gaz industriels, donc l'azote, l'hydrogène, l'oxygène, à une grande variété de clients, essentiellement des clients industriels, qui vont de l'artisan local qui va réparer les motos ou les scooters à l'entreprise de taille mondiale qui fabrique ton téléphone ou probablement le micro que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a mené à cette responsabilité, à cette fonction-là ? Comment est-ce que tu es arrivée là ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'arriver là ? Ouais, c'est une longue histoire. Alors, je pense qu'il y a deux voies parallèles. La première, c'est l'international. En fait, depuis que je suis toute petite, je dis à mes parents que j'habiterai à Londres, que je n'habiterai pas en France. Et donc, j'ai vraiment été attirée depuis le départ par une carrière à l'international, ce qui m'a amenée aux États-Unis, en Allemagne, à Hong Kong. Et le Vietnam, c'est un peu un aboutissement parce que mon mari est d'origine vietnamienne. Et donc, c'est un retour à nos origines et c'est un projet qui est à la fois professionnel et personnel. Et puis sur le management, enfin sur le fait d'être dirigeante, c'est un concours de circonstances. Je dirais qu'au départ, je pensais pas du tout que j'étais faite pour ça. J'ai commencé par travailler dans la banque, dans un métier qui était très très analytique. Et puis quand j'ai rejoint Air Liquide, au bout de quelques années, je me suis dit que j'avais envie de m'essayer au management. Et j'ai eu la chance de pouvoir manager une équipe il y a une dizaine d'années, assez grande, et me rendre compte que c'était un truc qui me plaisait vraiment, vraiment beaucoup. Donc au fur et à mesure des expériences, j'ai managé des équipes de plus en plus grandes sur des fonctions de plus en plus larges. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc je dirais à la fois, je suis là aujourd'hui du fait d'un intérêt personnel pour l'international, et puis d'un grand attrait pour le management. Comment est-ce que tu perçois ton rôle aujourd'hui de directrice générale ? En fait, il y a deux parties dans mon rôle. Une partie qui est classique, en fait, et je trouve que Jack Welch, dans une de ses vidéos, le dit très bien. Je pense que le rôle du dirigeant, c'est de créer une vision et donner du sens, d'emmener ses équipes sur le chemin, de trouver les moyens de surmonter les obstacles qui se présentent. Alors, c'est là que Jack Welch parle de Chief Broomer, qui me fait beaucoup sourire, mais qui est très, très vrai, je pense. Et puis, il y a aussi la fonction de développer et de valoriser ses équipes en célébrant les victoires le long du chemin. Donc ça, je dirais que c'est la vision très, très classique et qui occupe une grande partie de mon temps. L'autre sujet que je vois dans la fonction de dirigeant, c'est dans le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de modèles classiques de leadership qui sont remis en question et le dirigeant a aussi la responsabilité d'inventer de nouvelles manières de diriger. Et je pense on a une grande responsabilité pour mettre plus d'humain et plus d'inclusion et de coopération dans les modes de management. Comment tu t'y prends pour faire ça et est-ce que c'est facile de faire ça ou est-ce qu'au contraire, c'est quand même parce que tu as cette vision-là de ton rôle que ça te motive à le mettre en œuvre au quotidien, même si c'est pas toujours facile ? Alors en fait, je vais peut-être raconter comment j'en suis venue à ça et comment je me suis rendu compte de l'importance de l'humain. C'était il y a une dizaine d'années, donc j'étais en région lyonnaise et je dirigeais un centre de désinfection de produits médicaux, de dispositifs médicaux. Et j'ai eu un audit d'une personne qui était spécialisée dans la désinfection et qui m'a dit « Tu vas voir ton équipe dans la journée quand tu as besoin de leur poser une question. Pourquoi est-ce que tu vas pas voir le matin et que c'est pas la première chose que tu fais le matin d'aller saluer toutes les personnes de ton équipe ?» Alors j'étais un peu interpellée par le sujet, je me suis dit ça me paraît pas très efficace. Il y avait une vingtaine de personnes dans l'équipe, donc dire bonjour individuellement à chaque personne prenait beaucoup de temps. J'ai essayé et en fait ça a complètement changé ma relation avec l'équipe et ça a complètement changé l'engagement de l'équipe aussi. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'humain avait un rôle très 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 important
et qu'on ne pouvait pas diriger efficacement une équipe si on ne prenait pas en compte cette dimension. Et donc, dans tous mes rôles, j'ai cet exemple-là qui me reste à l'esprit. Ça m'a tellement marqué que c'est devenu quelque chose de naturel maintenant, en fait. Et dans certains pays, en fait, enfin, je l'ai vu quand je suis arrivée à Hong Kong, c'était pas quelque chose qui était naturel pour les équipes, parce qu'elles avaient l'habitude d'un management qui était très très top-down, où finalement le chef décide et tout le monde applique. Et ils m'ont regardé un peu bizarrement quand je suis arrivée au départ et que je passais du temps pour aller voir les gens sur le terrain, pour aller dire bonjour, pour aller leur demander comment allaient leurs enfants. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai vu la même libération des énergies que celle que j'avais pu voir quand j'étais à Lyon, en fait. Je me suis dit que c'était un sujet qui était vraiment universel. Et aujourd'hui, c'est la méthode que j'applique aussi, que j'applique au Vietnam. Alors, dans certaines cultures, il y a une surprise au départ. Mais au final, je trouve que c'est vraiment ce qui a de l'impact, et ce qui permet d'avancer ensemble et de faire avancer des sujets qui sont beaucoup plus compliqués ensuite avec l'équipe. Cet aspect de culture que tu mentionnes avec peut-être une surprise au départ et puis finalement quelque chose qui se ressemble d'une expérience à l'autre dans les différents pays où tu as eu l'occasion d'occuper des fonctions de dirigeante. Est-ce que cet aspect interculturel qu'on trouve dans ton parcours, le fait que tu aies finalement eu des fonctions de management ou de direction dans différents pays, est-ce que ces aspects interculturels t'influencent dans la façon dont tu diriges? Est-ce que c'est une adaptation réciproque? Est-ce que c'est comment tu t'y prends en fait quand tu arrives quelque part pour sentir peut-être la culture? Est-ce que c'est à double sens l'adaptation? Est-ce que c'est plutôt toi? Est-ce que c'est plutôt eux? Comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question et je pense qu'au fur et à mesure des expatriations, c'est quelque chose qui est devenu plus clair pour moi. Quand je suis partie aux États-Unis, j'ai eu l'impression que c'était vraiment à moi de m'assimiler et je me suis rendu compte au bout de quelques années qu'il y avait toujours quelque chose au fond de moi qui serait français et que j'arriverais jamais complètement à m'assimiler, qu'il faudrait complètement renier ma culture. Donc je me suis dit qu'il y avait un côté impossible à ça. Et quand je suis arrivée en Allemagne, en fait, c'est un de mes collègues qui m'a fait prendre conscience que le fait d'être différent était vraiment une force. À l'époque, je travaillais sur des fonctions qui étaient des fonctions commerciales et je me disais que mon accent était et mon allemand n'était pas très très bon. Et puis il m'a dit mais en fait c'est génial parce que du coup tu peux dire aux clients exactement ce que tu penses, tu peux mettre les pieds dans le plat et leur dire après oups pardon je parle pas bien allemand, j'ai pas fait exprès, mais en même temps tu as dit exactement ce que tu voulais dire. Et du coup ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et c'est quelque chose dont je joue aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a une période où je vais apprendre la culture du pays, comprendre des codes. Je pense que c'est très, très important. Mais il y a un moment aussi où j'ai cet avantage de pouvoir jouer des codes. Et étant étrangère, je peux me permettre des choses que les personnes localement peuvent pas se permettre. Et ce qui est génial avec mes équipes, c'est que ça devient souvent un jeu au final où il y a des choses que eux peuvent pas faire avec certains clients parce que dans la culture locale, ça passe pas du tout. Et en fait, moi, je peux me permettre de le faire. Et après, ils passeront en disant ah non, mais elle est française, elle comprend rien. Il faut lui pardonner. Et donc évidemment, il y a une double adaptation parce que eux aussi, il faut qu'ils acceptent de se dire mince, c'est ma chef. Je dois pouvoir dire qu'elle comprend pas et qu'elle est nulle. Mais il y a vraiment cette double adaptation. Mais c'est ce qui fait toute la richesse en fait. Et le fait d'être étranger, d'être dirigeant étranger, je trouve que ça apporte vraiment cette flexibilité-là. Il y a un autre aspect interculturel, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais dans ton parcours, c'est que finalement Air Liquide, c'est un groupe industriel, donc on imagine beaucoup d'ingénieurs peut-être autour de toi. Et puis, un groupe industriel, on imagine aussi, alors peut-être que ce sont des clichés et ce serait intéressant que tu nous dises si c'est le cas ou pas, plutôt un milieu masculin. Comment est-ce qu'on est une femme dirigeante et non ingénieure dans un univers industriel? Air Liquide est une entreprise qui fait énormément confiance et qui place la diversité comme une valeur très très importante. Donc j'ai vraiment la chance de bénéficier de ça et aujourd'hui en fait Air Liquide est à la fois une entreprise globale et une entreprise locale puisque on produit pour des clients qui sont présents pas très loin de là où on produit. Et donc du coup il y a vraiment cette articulation entre global et local et qui donne beaucoup d'importance à la diversité à la fois des cultures, à la fois des nationalités, mais aussi des parcours. Et donc, au sein d'Air Liquide, j'ai jamais senti de différence parce que j'étais une femme. Les différences, parce que je suis pas ingénieure, c'est peut-être des différences ou des barrières que je me suis mise moi-même.
Et au final, en posant les questions, en apprenant, les gens sont très très ouverts et puis vous permettent de comprendre des choses, de comprendre comment fonctionnent les produits, ou viennent dans des réunions pour expliquer bien mieux que moi ce qu'on est prêt à apporter. Donc là-dessus, en interne, j'ai jamais ressenti de différence et j'ai plutôt eu la chance qu'on me fasse confiance. En externe, avec les clients, c'est parfois un sujet. Et je me souviens de négociations. Alors, j'ai commencé chez Air Liquide en fusion-acquisition et on avait racheté des usines aux Pays-Bas à une société saoudienne. Et je me souviens de négociations où notre contrepartie ne m'adressait pas la parole et ne me regardait pas, alors que c'était moi qui négociais. Et donc, je me dis que quelque part, c'est un moyen pour moi de faire bouger les lignes et de promouvoir le sujet de la diversité, qui est un sujet qui est important pour moi, en montrant que je me laisse pas démonter et que finalement je suis tout aussi capable qu'un homme ou que quelqu'un qui a un background technique dans ce domaine. J'entends plusieurs choses du coup dans ce que tu dis, dans ta vision et dans la façon dont tu occupes ton rôle de dirigeante. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses autour des échanges et des coopérations, en tout cas des rencontres peut-être, des prises de conscience qui ont eu lieu par des échanges avec d'autres, la façon dont tu te positionnes. J'entends des choses autour de la coopération et aussi peut-être une notion d'exemplarité quand tu dis montrer que c'est possible. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est une question d'être l'exemple que c'est possible pour pouvoir donner à d'autres l'envie, l'idée? Est-ce que tu te reconnais dans ces deux façons d'appréhender ton rôle? C'est amusant que tu mentionnes ces deux sujets parce que c'est deux sujets qui sont effectivement très importants pour moi. La coopération, c'est quelque chose de vraiment essentiel, et je pense que je suis une joueuse de basket depuis très très longtemps et donc l'équipe, c'est quelque chose qui est vraiment 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 important pour moi et quelque chose qui m'anime au quotidien et que j'ai vraiment vraiment envie d'emmener dans le milieu professionnel également. Et le sujet du dépassement de soi, alors c'est peut-être lié au sport aussi, hein. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Quelque chose qui m'anime, c'est de rendre l'impossible possible. À la fois pour moi, mais aussi avec mes équipes, dans les missions qu'on essaye de remplir ensemble, et aussi pour les personnes qui sont dans mes équipes. Ce que j'adore, c'est, après avoir travaillé quelques mois avec une personne, lui montrer qu'elle est capable de faire bien plus que ce qu'elle imaginait qu'elle était capable de faire au départ. Il y a probablement un rôle d'exemplarité là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose qui m'anime et j'aime montrer que l'impossible est possible, en fait. Et donc, je me l'applique à moi-même et je l'applique à mes équipes aussi. Donc, coopération et rendre l'impossible possible, oui, c'est deux sujets qui sont vraiment, vraiment très, très importants pour moi. Quelles ont été tes autres prises de conscience? Tu as parlé de l'importance de l'humain et de donner de la place à chacun dans l'exemple que tu as donné tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres prises de conscience très importantes ou apprentissages qui sont aujourd'hui déterminants dans ta façon d'exercer ton rôle? Oui, alors je pense il y en a plusieurs en fait. On m'a toujours dit que le dirigeant était très très seul. C'est ce que je pensais au départ. Et après quelques années, c'est ma deuxième expérience dans mon poste de directrice générale, je pense que ça n'a pas besoin d'être un exercice qui est solitaire. Et je pense que c'est au contraire très très important pour un dirigeant de savoir s'entourer. Évidemment, il y a ses équipes et il y a de temps en temps une certaine distance qu'il faut savoir mettre avec ses équipes, mais c'est important de s'entourer aussi de pairs ou de personnes dans le pays avec lesquelles on peut échanger sur ses expériences, d'avoir des mentors, des gens qui peuvent nous aiguiller quand on a des questions. Donc, voilà, je pense que le dirigeant n'a pas forcément besoin d'être seul. C'était une des grandes réalisations que j'ai eues. Une deuxième, alors c'était un autre mythe pour moi. Ayant travaillé au départ de ma carrière dans des rôles où je produisais de l'information pour la prise de décision et pour des personnes qui allaient prendre des décisions, je me disais qu'un leader, c'était quelqu'un qui savait décider, c'était quelqu'un qui savait prendre la bonne décision et qui avait forcément toujours des bonnes décisions. Et donc au départ, je me disais toujours, ah mince, je pourrais pas être un bon manager, je pourrais pas être un bon leader parce que je sais pas quelle est la bonne décision. Et en fait, je me suis rendu compte, dans mon poste précédent, en fait, que finalement, il n'y avait pas forcément de bonnes décisions a priori. C'était important de décider pour se mettre en mouvement. Quand on avait pris une décision, c'était très, très important de l'expliquer à ses équipes et d'expliquer le pourquoi de la décision pour les mettre en mouvement et pour les engager. Et puis ensuite, d'avancer ensemble pour aller jusqu'au bout. Et c'est seulement dans l'action que la décision se révèle bonne ou mauvaise. Et si elle était mauvaise, il y a toujours des moyens de revenir en arrière ou de rajuster son chemin. Mais c'était quelque chose qui était, voilà, j'avais
ce mythe sur la décision qui est tombé sur mon poste précédent et je me dis non, c'est très très important de décider. Le leader a un rôle très très important dans la décision, c'est lui qui donne le ton et il n'y a pas de bonne décision a priori. Donc c'est aussi une forme de droit à l'erreur ? Ouais. Tu as dit que le dirigeant n'avait pas nécessairement à rester seul et au contraire plutôt à choisir de bien s'entourer pour exercer son rôle. Quelles ont été les rencontres peut-être qui ont été importantes pour toi et comment est-ce que tu fais pour t'entourer ? Quels sont tes relais, ton entourage ? Comment tu t'organises pour trouver du temps, on va dire, pour échanger avec d'autres, tes pairs ou d'autres personnes ? Alors, je pense que tu le dis bien. Enfin, c'est un sujet important dans mon agenda. Enfin, je crée du temps pour m'entourer et pour rencontrer des gens. Ça peut être des déjeuners avec des personnes localement. Encore une fois, quand on est étranger dans un pays, je trouve que c'est facile d'aborder les gens et dire est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce que tu peux partager sur ton expérience. Les premiers contacts sont en général très très faciles. C'est plus créer du temps et créer l'espace pour que ces rencontres puissent avoir lieu. Ça peut être aussi avec mes pairs, donc à l'intérieur de la société, encore une fois. Et là, je me dis, j'organiserai un café par semaine, prévoir un café et puis sur un sujet particulier avec un pair par semaine. Donc encore une fois, la question, c'est de créer du temps. Quand j'étais à Hong Kong, j'ai découvert l'APM, qui est une association qui apporte beaucoup, à la fois par les rencontres qu'on peut y faire, mais aussi par les sujets qu'on peut y aborder. Donc il y a des intervenants de très très grande qualité qui viennent parler de sujets qui sont vraiment vraiment différents de ce qu'on peut aborder au quotidien et qu'on peut ensuite réfléchir à amener dans son quotidien. Mais je trouve que c'est aussi des rencontres qui sont importantes. Et encore une fois, c'est se dire, je vais passer une journée par mois sur ces sujets-là. Et c'est se dire que c'est un investissement plutôt qu'une perte de temps. Après, ce qui est important aussi pour moi, c'est de pas échanger seulement avec des personnes dans le même domaine que moi. Et j'ai par exemple un groupe d'amis qui sont un mélange d'entrepreneurs, de personnes qui travaillent dans des entreprises. On a des problématiques qui sont complètement différentes, mais c'est vraiment important qu'on passe du temps pour échanger parce qu'on peut s'inspirer les unes des autres sur des sujets qui sont a priori vraiment, vraiment différents, mais au final qui nourrissent nos réflexions, qui nourrissent notre pratique du management au quotidien. Quels ont été les défis éventuellement auxquels tu as été confrontée ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été particulièrement peut-être difficiles au début ou en tout cas qui semblaient difficiles ? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu l'impression de relever des défis ? Et si oui, quels ont été ces défis ? Un grand défi, ça a été la gestion de crise. Quand j'étais à Hong Kong, après un an de poste, on a eu le début des manifestations à Hong Kong et on avait à l'époque beaucoup de magasins dans des quartiers qui étaient secoués par les manifestations. Et c'est vraiment au moment de la crise que je me suis rendu compte que j'étais leader et que les gens regardaient comment j'allais réagir pour savoir comment eux-mêmes allaient s'ajuster. Et donc se dire, je suis paniquée, je sais pas comment faire, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais en fait, il faut que je garde la tête froide et puis que je donne confiance à tout le monde. Alors, ça a été compliqué au départ et puis bon, au fur et à mesure, on se rend compte que ça finit par passer. Et on y arrive, mais ça a été un des défis. Et puis après, je crois que les manifestations sont à peine finies qu'il y a eu le Covid, et donc gestion de crise. Bon, c'était déjà la deuxième, donc c'était plus facile, mais je pense que la gestion de crise nous met face à nos responsabilités, et c'est là qu'on se rend vraiment compte qu'on donne le là pour nos équipes en fait, et la manière dont on va réagir va aussi impliquer beaucoup de choses pour nos équipes. Sur quelles ressources tu t'es appuyée ? Je dirais 2 choses. La première, c'était de se dire, je contrôle pas les circonstances. Ça a été vraiment, vraiment important de se dire, les circonstances sont les circonstances et il faut les considérer pour ce qu'elles sont, des circonstances. J'ai aucun contrôle dessus. Je vais me concentrer sur les choses que je peux vraiment contrôler et sur lesquelles j'ai de l'impact. Donc ça, c'était vraiment, vraiment important. Et je pense que dans les situations de crise, c'est vraiment important de se recentrer soi-même là-dessus et de recentrer ses équipes là-dessus. De savoir distinguer là où on peut agir de là où on peut pas agir. Exact, ouais, tout à fait. La deuxième chose, c'est s'entourer, encore une fois. Et en fait, sur les manifestations, moi, j'étais pas la seule à être confrontée à ce type de situation. Donc, c'était rapidement échanger avec les personnes qui avaient le même type de problématique pour savoir ce qu'elles avaient mis en place, pour échanger des conseils. Donc pouvoir rapidement se dire, OK, je suis pas seule dans cette situation. Et je peux apprendre d'autres et je peux apporter à d'autres. Un peu comme quand on plonge, on a notre buddy. Et on est là quand le buddy a plus d'air pour lui passer son manot détendeur. Et puis couper. Enfin, aussi savoir se dire que
travailler 24 heures sur 24 dans cette situation-là, ça va pas arranger les choses et que de temps en temps, il faut savoir tout arrêter, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa famille, prendre du temps pour faire autre chose et revenir avec les idées plus claires pour être plus efficace. Quelles ont été les rencontres marquantes tout au long de ton parcours? Parce que tu as mentionné beaucoup le rôle des autres dans tes prises de conscience, dans ton cheminement. Est-ce qu'il y a des rencontres particulièrement marquantes? Je ne saurais pas mettre en évidence une rencontre marquante. Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens. Là, c'est la période des vœux. Donc, quand je regarde le nombre de personnes auxquelles j'envoie des vœux, à la fois pour le nouvel an occidental et pour le nouvel an chinois, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été importantes dans mon parcours. Ça va être des managers qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné des conseils au moment où j'en avais besoin. Ça peut être des collaborateurs qui m'ont fait des feedbacks ou qui m'ont permis des prises de conscience à certains moments. Des pairs, encore une fois. Enfin, je pense que oui, je me nourris vraiment des rencontres et il y a beaucoup de personnes qui ont été importantes et qui ont marqué mon parcours. Et voilà, si je commence à faire une liste, je pense que l'heure du podcast ne suffira pas. Quelles sont les transformations que tu as eu à mener dans ton poste? Est-ce qu'il y a eu des transformations internes peut-être que tu as eu à accompagner, à mener? Et si oui, comment est-ce que tu t'y es prise? Sur ce poste-là, pas encore. Enfin, j'ai pris mon poste en septembre dernier, donc c'est work in progress. Je peux peut-être parler de mon poste précédent, où en fait, donc, je travaillais dans le domaine des soins à domicile pour Air Liquide à Hong Kong. Et on avait une activité qui était très orientée retail, et donc qui avait été assez mise à mal à la fois par les manifestations et ensuite par le Covid. Et donc, il a fallu repenser notre organisation, parce qu'on était très dépendant de nos magasins, qui avaient une fréquentation qui était beaucoup moins importante. Et puis, il fallait qu'on trouve des relais de croissance différents de ceux qu'on avait eu par le passé. Et donc, comment j'ai mené la transformation c'est là où je disais que je me suis rendu compte que la décision était importante. Parce qu'au départ, j'avais demandé beaucoup d'idées à mes équipes et évidemment, j'avais plein d'idées qui remontaient de choses qu'on pouvait faire, mais on pouvait pas tout faire. Et donc, à un moment, il a été important de se dire, OK, si je dois choisir 3 sujets vraiment importants, voilà les 3 sujets. Donc, c'était de prendre du temps pour définir ce qu'allait être la transformation. Et ensuite, communiquer clairement dessus pour les équipes en leur expliquant, voilà ce à quoi ça ressemble, voilà pourquoi on le fait, et voilà ce à quoi la société ressemblera une fois qu'on sera arrivé au bout, avec une image claire pour qu'ils puissent se représenter vraiment ce que ça voulait dire pour eux. Donc ça a été vraiment important et quelque chose sur lequel j'ai passé du temps. Et c'était important de le faire vis-à-vis de mes équipes, mais aussi vis-à-vis de ma hiérarchie, pour que les gens me suivent en fait. Et j'avais besoin de ressources, pas forcément de moyens financiers, mais d'aide sur un certain nombre de sujets de change management. Et en fait, en donnant cette visibilité et cette lisibilité à ma hiérarchie, ça m'a aussi permis de libérer des ressources pour m'aider dans la transformation. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est à la fois donner du sens et donner le cap. Ce serait un peu ça le rôle pour toi d'un dirigeant dans la transformation? Oui, c'est la première chose en fait. Enfin, c'est donner le cap et et la transformation fait peur en fait. Et donc pouvoir dire aux gens, on sait où on va, voilà où on va, voilà à quoi ça ressemblera, et on sait pourquoi on le fait, on sait que ce sera difficile, mais ça vaut le coup. Je pense que c'est vraiment important. Et c'est le rôle vraiment important d'un dirigeant. Est-ce que pour toi, il y a aussi un rôle de transformation sociétale ou d'être un vecteur peut-être de changement sociétal? Alors, tu as parlé de l'exemplarité, on pourrait dire d'être un rôle modèle, quoi, en quelque sorte, pour que d'autres puissent se projeter dans des fonctions à responsabilité. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres endroits où tu as l'impression que, en tant que dirigeante, tu peux être vecteur de changement sociétal et comment? Oui, alors et ça fait partie. Enfin, dans la transformation, c'est aussi un sujet parce que la transformation, on la met pas en œuvre toute seule. Enfin, une fois qu'on a donné le cap, il faut se mettre en mouvement et tout seul, c'est pas possible de le faire en fait. Et donc c'est là où je pense que j'ai aussi amené un changement dans la manière de fonctionner de l'entreprise, où c'était finalement les chefs qui disaient aux gens ce qu'il fallait faire. Là, je m'y suis prise vraiment autrement. Je me suis dit, qui sont les personnes qui pourront être vecteurs du changement? Et j'ai donné le pouvoir à ces personnes-là, en fait. Donc, j'ai nommé des chefs de projet qui n'étaient pas forcément mes direct reports. J'ai nommé des chefs de projet qui étaient des personnes dont je pensais qu'elles amèneraient le changement et qu'elles amèneraient les autres à accepter ce changement. Et je leur ai donné du pouvoir. Alors, ça a fait grincer des dents au départ parce que c'était pas forcément les coupables désignés. Mais au final, ça a donné beaucoup de puissance. Donc, pour moi, montrer à des personnes qu'on leur fait confiance, identifier les talents au-delà
des relations hiérarchiques, c'est aussi un rôle important pour le dirigeant. Et c'est comme ça que le dirigeant peut libérer les forces au sein de la société. Donc pour transformer, tu as choisi finalement des relais de transformation qui n'étaient pas forcément des relais évidents en fonction de l'impact que tu imaginais qu'il pouvait avoir sur le projet. Donc ça, c'est une forme de parti pris dans la façon dont tu as mené ces transformations. Est-ce que sur le plan plus largement peut-être sociétal, tu as l'impression que ta façon de diriger peut avoir un impact et comment ? Alors la façon de diriger, encore une fois, je pense que la diversité, c'est un sujet qui est important pour moi et qui du coup sur lequel je peux avoir un impact et sur lequel je voudrais avoir un impact. En plus de ce que je te disais là en disant donner du pouvoir à des personnes qui sont pas forcément les personnes auxquelles on pense a priori, c'est un des sujets qui est vraiment important pour moi. Me dire que je vais questionner les biais sur des recrutements par exemple, ou sur le choix de certaines personnes pour composer une équipe, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, à la fois vis-à-vis de mes équipes en direct, mais aussi de l'équipe de management au niveau de la région qu'on peut composer. Donc oui, sur la diversité, c'est vraiment un sujet qui est important et qui me tient à cœur. Là, dans mon rôle actuel, je pense qu'il y a aussi un sujet, on travaille beaucoup avec des industries lourdes, et il y a quand même un sujet qui est aussi le sujet de la transition énergétique, sur lequel Air Liquide veut vraiment avoir un impact et je pense sur lequel on a des choses à faire au Vietnam. Et donc là aussi, en mettant l'accent sur ce sujet, on vient de faire une fresque du climat avec mes équipes pour vraiment être sûr que les gens comprennent quels sont les enjeux et comprennent pourquoi c'est important qu'on s'engage sur ce sujet-là et qu'on fasse la publicité, entre guillemets, de ce qu'on est capable de faire pour aider les industriels dans cette transition énergétique. Je pense que là-dessus aussi, je peux avoir un impact et je veux avoir un impact. Et c'est un des défis sur lesquels je voudrais vraiment travailler avec mes équipes sur les prochains mois, les prochaines années au Vietnam. Comment est-ce que tu nourris ta vision ? Parce qu'on entend qu'elle est alimentée de plusieurs préoccupations que tu as, sociales, environnementales notamment. Comment est-ce que tu continues à alimenter, à nourrir ? Il y a aussi les rencontres dans ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, c'est la partie qui est la plus amusante, une des parties les plus amusantes de mon travail, je trouve. C'est vraiment la liberté que j'ai de créer des connexions sur des sujets qui sont pas forcément directement reliés. Et là encore, je pense que c'est une question de créer du temps pour ça. Donc oui, comme je le disais, les rencontres sont un sujet important pour moi. La lecture, l'écoute de podcasts aussi. Et ton podcast est une des sources d'inspiration. Être curieux, s'inspirer de sources diverses et variées, rencontrer des gens de différents horizons, rencontrer des gens avec des points de vue différents, et puis se laisser du temps pour essayer de connecter ces sujets, pour essayer de voir comment certaines des problématiques que je rencontre dans mon travail peuvent se nourrir de choses que j'ai entendues à droite à gauche. C'est vraiment quelque chose que je trouve important et quelque chose qui m'amuse beaucoup aussi. Enfin voilà, donc sur lequel je passe du temps. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es sentie dirigeante ? Est-ce qu'il y a un moment où on devient dirigeante ? Comment ça s'est passé pour toi ? J'avais entendu une de tes invitées qui disait qu'elle se sentait pas dirigeante parce qu'un dirigeant, c'était quelqu'un avec des cheveux gris d'un certain âge. J'ai un peu ce sujet-là toujours. Je pense que le moment où je me suis sentie dirigeante, c'est ce que je te disais, c'était dans la crise. Où vraiment, tu te rends compte que, ok, les regards sont braqués sur moi, c'est moi qui donne le là, c'est le moment où je me suis sentie dirigeante. Après, je pense que c'est un chemin sur lequel on progresse tout le temps. Donc, il y a des fois où je me dis ah non, là, je sais pas du tout comment faire. Et je pense à quelqu'un qui, pour moi, incarne un dirigeant ou une dirigeante, et je me dis comment il ou elle ferait à ce moment-là. Et puis, il y a des fois où je me sens capitaine de l'équipe, capitaine du bateau, et les choses viennent naturellement. Mais voilà, c'est un chemin. Ces inspirations dont tu parles, ce sont des personnes autour de toi que tu as rencontré dans ton parcours, ou est-ce que ce sont, tu as cité Jack Welch au début, est-ce que ce sont aussi des personnes qui sont peut-être plus éloignées, mais dont tu te nourris par ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire les lectures, les interviews, etc. C'est un mélange des deux. Après, j'ai besoin de visualiser les choses, donc je m'inspirerais plutôt de personnes autour de moi, en fait, qui ont eu un impact ou qui ont fait des choses où j'ai vraiment vu. Par exemple, alors, je reprends le sujet de la crise, mais quand j'ai travaillé en Allemagne, on a eu quelques sujets difficiles avec des fournisseurs.
Et je trouve que mon manager à l'époque a une capacité incroyable d'absorber le stress et de nous protéger, ses équipes, des conversations difficiles avec sa hiérarchie, de doutes qu'il pouvait avoir. Et voilà, dans la gestion de crise, c'est typiquement mon exemple en fait. Donc j'ai besoin d'images concrètes, j'ai besoin d'avoir ressenti et d'avoir vécu la chose en fait. Donc je vais plutôt chercher des exemples auprès de gens que j'ai côtoyés. Voilà. Tu as parlé de l'importance des décisions et du fait que finalement c'était un des rôles importants du dirigeant et qu'on pouvait prendre une bonne ou une mauvaise décision et ensuite que c'est ce qui amenait à l'action. Comment est-ce que tu t'y prends pour décider ? J'ai un esprit qui est plutôt analytique, donc je vais prendre beaucoup d'informations, à la fois dans ce que peuvent me dire mes équipes, à la fois dans ce que je peux moi-même capter comme information du terrain ou en discutant avec mes clients. Je pense que ce que j'ai appris à faire avec le temps aussi, c'est de me dire, là, il y a assez d'informations, maintenant, il est temps de décider. Donc, il y a un moment où je vais me dire, ou même souvent au début, en fait, je me dis, OK, je vais me laisser tant de temps pour capter de l'information, pour rassembler des éléments, mais à telle date, à tel moment, il faut que j'ai pris une décision. Et c'est peut-être ça qui est le plus important, en fait, décider. Comment est-ce que tu trouves plaisir à diriger ? On a peut-être déjà évoqué quelques éléments, mais si tu devais nous dire comment est-ce que tu trouves plaisir à diriger, ce serait quoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est cette possibilité de créer des connexions entre des choses qui ont a priori aucune relation. C'est quelque chose qui m'amuse énormément. Quand je prends un poste ou quand je rencontre des situations nouvelles, j'ai l'impression que je suis dans une partie de Cluedo, en fait. Faut rapidement comprendre quelles sont les forces en présence, rapidement voir où il y a des trous, quels sont les besoins, quels sont les manques. Donc toute cette partie analytique est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Ensuite, me dire que j'ai un rôle de coach. Alors, je prenais l'exemple du basket, mais je le vois vraiment comme ça en me disant, mais je vais composer mon équipe, voir qui va jouer quel rôle, donner à la personne le pouvoir de jouer ce rôle-là, donner la confiance de jouer ce rôle-là et révéler des talents. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Et puis à la fin, quand tout se passe bien, c'est comme dans les meilleurs matchs de basket que j'ai connus quand j'étais plus jeune. Enfin, il y a une fluidité, une agilité dans la relation de l'équipe, dans la manière d'aborder les sujets. Oui, j'ai l'impression d'être sur un terrain de basket en fait. On va passer à quelques questions plus personnelles pour la fin de cet entretien. Tu as dit que tu aimais lire. Qu'est-ce que tu aimes lire et est-ce que tu as une recommandation à nous faire ? J'aime des livres... je suis assez éclectique. Je vais lire à la fois des livres de management et des livres... des romans et des choses très légères parfois. Une recommandation que j'aurais à faire... Alors, le dernier livre qui m'a marqué, c'était le livre Impact Players de Liz Wiseman que j'ai lu cette semaine. Et en fait, j'ai trouvé qu'il était vraiment très, très bien. En fait, j'ai adoré le dernier chapitre surtout, qui explique comment créer une équipe avec une équipe à impact. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment plein de conseils extrêmement pratiques et très, très concrets à mettre en œuvre. Donc voilà un livre, voilà. Ma dernière lecture, et je recommande particulièrement le dernier chapitre, qui à mon avis m'inspirera dans les prochaines semaines. Y a-t-il un lieu où tu aimes particulièrement te rendre ? C'est une question douloureuse, Anna. C'est la forêt derrière chez mes parents, en Lorraine, à Saint-Avold. Malheureusement, le Covid rend les voyages plus compliqués. J'ai pas eu l'occasion de m'y rendre très très souvent. Mais oui, la nature. J'aime la nature et j'aime particulièrement les forêts. Qu'est-ce que tu prends plaisir à cuisiner ou bien à déguster ? Cuisiner, non. Je suis une très très mauvaise cuisinière. Déguster, alors je suis très très gourmande. Je dirais les macarons à la pistache. Un péché mignon depuis mes études. C'est ta Madeleine alors un peu aussi, ce macaron ? C'est ma Madeleine, ouais, les macarons à la pistache. Quelle est la question, Claire, que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu as envie de répondre ? Alors, tu m'as pas posé la question directe, tu m'as posé la question indirectement, mais c'était quelle est ma vision pour mon entité. Et je pense que c'est un sujet qui est important parce que je l'ai dit plusieurs fois, avoir une vision claire à partager avec ses équipes, c'est vraiment la clé de la réussite. Ma vision, c'est de continuer à faire croître Air Liquide au Vietnam, parce que le Vietnam est encore un pays à croissance avec beaucoup d'opportunités de développement industriel. Mais comme je le disais, c'est aussi d'aider le pays sur le chemin de la transition énergétique. Et puis au final, j'ai aussi vraiment, vraiment, vraiment envie que les talents qu'on a localement
continue à se développer et soit reconnu. Et donc, un de mes objectifs, c'est d'avoir plus de personnes qu'on arriverait à développer au niveau international dans le groupe. Merci beaucoup, Claire. Merci, Anna. Merci d'avoir écouté cet épisode de Plaisir de diriger. Qu'en avez-vous pensé ? J'espère qu'il vous a plu, intéressé, fait cheminer. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez me contacter, retrouvez-moi sur le site plaisirdediriger.fr. À bientôt!